Donc en fait, il y a tout un tas de choses que les gens savent pas et voient pas. Parce que ça se voit pas forcément. Et que Ça se dit pas. en fait. Ça se dit pas. Ça ne se dit pas. Putain, j'ai envie d'aller chez le psychiatre comme d'aller accueillir Sarkozy à sa sortie de prison, quoi. Putain, j'ai envie de faire une visio comme d'aller danser la valse avec Marlène Schiappa. Ça se dit pas? Une pilule quand ça va pas? Ça se dit pas? Bien meilleur que l'Exta. Est-ce qu'on peut vivre sans aucune addiction en fait? Est-ce que c'est possible? Genre, est-ce qu'un être humain peut vraiment vivre sans aucune addiction? Ni au sport, ni à des substances, ni au travail. Le travail aussi, ça peut être une addiction. Alors l'OMS dit que l'addiction, c'est un état de dépendance périodique ou chronique à des substances ou à des comportements. Et alors ce qui est drôle aussi, c'est que le terme addiction, à la base, c'est un vieux terme juridique qui vient du latin addicere, cere, je parle pas latin. Et en fait, au Moyen-Âge, ça désignait la contrainte par corps de celui qui, ne pouvant s'acquitter de sa dette, était alors mis à la disposition du créancier par le juge. C'est drôle, hein, qu'à la base du mot addiction, il y ait des histoires de thunes. Tu vois, on en revient toujours au capitalisme. Toujours, toujours. D'un côté, c'est vrai que si tu prends l'alcool ou les cigarettes, c'est des addictions qui sont assez bien tolérées en société. Même valorisé. Hein. Même valorisées. Et en même temps, on est aussi dans un courant inverse où on est à fond de sport, de bien-être, d'injonction aussi. Et finalement, c'est un peu compliqué quand t'es un peu... t'es là, alors ok, alors bon, si je veux être en bonne santé, alors il faut que je supprime complètement l'alcool, alors il faut que je supprime complètement la cigarette. Il faut que je fasse du sport. Il faut que je fasse du sport. Il faut que je fasse de la cohérence cardiaque. Mais en fait, voilà, et en fait, déjà, ça fout une pression de dingue. Et ensuite, c'est pas si simple. Je veux dire, je suis désolée, mais le sport, même si ça peut être aussi une addiction, etc., ça va pas forcément déclencher les mêmes choses que l'alcool ou la cigarette, en fait. Ça va pas, c'est pas tout à fait la même récompense, en fait. Donc du coup, moi je trouve ça très compliqué quand tu te dis ok, j'essaie d'arrêter les deux, mais par quoi je remplace? Moi je trouve qu'il n'y a rien d'équivalent en fait, c'est ça qui est très dur. C'est que même si le sport ça peut être du plaisir... C'est aussi une question, c'est pas forcément que ce que ça déclenche dans le cerveau, c'est des questions d'habitude aussi en fait. Et de récompense immédiate aussi, enfin c'est complètement différent. Oui, et puis on réduit par exemple la clope à la nicotine, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est beaucoup plus complexe. Moi j'avais un rapport affectif à la cigarette. Ouais, ce que j'allais dire, quand j'étais fumeur. Il y a un côté où ça rassure en fait. Oui, ça rassure, ça rythme tes journées, ça fait des pauses. Quand je travaillais, tu vois, je me disais, tiens, là, ça y est, j'ai récompense cigarette, ça me permettait... En fait, c'est du temps, c'est de l'affectif, c'est énormément de choses. Et on a tendance, souvent, quand tu vas voir les médecins, ils réduisent ça, vous avez qu'à foutre des patchs, comme ça, l'histoire de la nicotine, c'est réglé. Mais en fait, ça règle pas le reste. Non, il y a un côté psychologique aussi. Oui, mais qui est énorme. Et moi, dans mon cas, dans mon cas, qui est beaucoup plus... Je sais que ma dépendance, le rapport que je peux avoir à la cigarette est beaucoup plus lié à l'affectif et au rituel que à la nicotine. C'est un truc aussi, c'est que certaines addictions sont plus masquées par le capitalisme aussi, hein, parce qu'il y a des entreprises, des lobbies, enfin la clope et l'alcool, alors que l'alcool c'est une addiction, c'est un produit en soi super addictif et il y a tellement de soucis de santé à cause de ça, mais c'est légal. C'est légal, c'est même valorisé, hein. Il y a un truc quand même,
assez hallucinant. Et puis ça fait aussi partie des coutumes, des traditions. Enfin, il y a un truc, voilà, il y a des choses qui sont quand même mises en avant en société et qui sont vachement plus acceptées, quoi, que d'autres addictions ou d'autres comportements, quoi. Mais finalement, on est dans une société un peu, très contradictoire, quoi. Bah oui, mais en même Qui temps, d'un côté va effectivement, si tu sors et que tu bois pas, tout de suite, il est chiant, il est pas drôle, tu vois. Et en même temps, à côté de ça, une injonction à un esprit sain dans un corps sain, mais de manière vraiment... pas du tout cohérente. Oui, en fait. pas cohérente. Parce que en fait, on te dit que il faut méditer, qu'il faut faire du sport, que machin, que nana. Sauf qu'en fait, déjà, c'est pas forcément fait de la bonne façon, c'est pas adapté à tout le monde. Et je pense que ça peut aussi te mettre dans des états de détresse, d'échec encore plus, qui te font revenir finalement vers des comportements d'usage de substances, justement. Et je pense qu'on te vend le bien-être pour te vendre aussi les trucs qui te... Enfin, il y a une espèce de dialectique entre ces choses-là ça fonctionne ensemble, quoi. Il n'y a personne qui nous vend les réelles techniques de régulation, en fait, aussi, tu vois. Et là, du coup, j'ai envie de parler du système nerveux autonome. On ne sait pas, en fait, comment ça fonctionne. Les gens ne savent pas comment ça fonctionne. Qu'en fait, quelqu'un qui a eu du trauma, qui est dans un stress super important et qui, du coup, en fait, est complètement kéblo dans son parasympathique dorsal, en fait, tu peux pas le faire méditer. C'est impossible. Il faut repasser par un état sympathique, par une espèce d'activité là pour. Et ça, en fait, on te l'explique pas. Donc, y a plein de personnes qui essaient de méditer et qui, en fait, ça empire. Oui, ça empire leur anxiété, ça empire. Ou ce qu'on disait aussi, les personnes autistes, les personnes. La méditation n'est pas forcément indiquée pour tout le monde, en fait. Oui, et ça peut un peu amplifier un phénomène de dissociation de soi-même qui n'est pas forcément... Et tu vois, la dissociation, je pense qu'il y a des gens qui développent une addiction à la dissociation aussi, je pense. Moi, je l'ai été. J'étais complètement addict de cette... Oui, parce que tu planes un peu, finalement. Mais parce que c'est du déni aussi, en fait. Tu vois, encore une fois, pourquoi on tombe en addiction pour plein de raisons. Mais tu as aussi de l'addiction face à des traumas, face à des expériences de vie qu'on n'a pas envie de voir, face à des situations qui sont compliquées. Donc forcément, tu tombes dans un déni, dans un truc... Donc forcément, s'il y a une activité, un comportement qui te fait rentrer dans un état dissociatif de tes émotions et tout ça, t'y plonges vachement, en fait. Et on a beau nous dire, on est dans un système qui nous dit oui, il faut prendre soin de sa santé mentale, sauf que c'est un système qui casse aussi... le soin et qui à côté te vend tout et n'importe quoi. Qui casse le collectif pour rendre chaque individu, encore une fois, responsable de lui-même, le seul responsable de lui-même. C'est ça. Avec toute la pression que ça suppose. Mais en plus, c'est bâtard parce qu'encore une fois, je pense que le capitalisme se réapproprie des choses qui peuvent aider. Tu vois, en fait, faire du sport, justement, j'ai écouté un podcast il n'y a pas longtemps là-dessus où... en fait, on te dit pas à quel point c'est important de prendre soin de son corps et de se muscler. Plus les années passent et plus tu perds en muscle, en fait, et que si tu te tiens pas, tu vas pas tenir, en fait. Et ça, tu vois, en même temps, on te vend des abonnements pour des salles de sport, mais pas, on te donne pas les bonnes raisons, en fait. Tu vois, j'ai l'impression que, on te dit, voilà, il faut être en bonne santé pour être plus productif. C'est quand même de cet ordre-là, quoi. Oui, vachement, et puis bon, quand même, je suis désolée, mais on renvoie quand même aussi le truc de, il faut être mince. Oui. Il y a aussi tout un truc sous-jacent qui est pas forcément la bonne santé, mais qui est correspondre à des canons de beauté. Exactement. Voilà, c'est ça aussi. Mais ça, tu vois, justement, ça peut aussi renvoyer à des problèmes de TCA, des troubles du comportement alimentaire, qui peuvent aussi... l'addiction à la nourriture, elle est réelle aussi, en fait. Encore une fois, pour différentes raisons, mais moi, je sais que j'ai eu des périodes de ma vie où j'étais... quand tu as un TDAH, déjà, toutes les 2 heures, tu as des besoins de dopamine qui sont... Tu vois, donc en fait, toutes les 2 heures, tu as des fringales, tu vas aller bouffer ce que tu as sous la main, tu risques de faire de l'hyperphagie, tu vas manger. Alors, pour peu que tu fumes des spliffs, en plus, laisse tomber, tu vois. En fait, une addiction,
peut en entraîner une autre aussi, quoi. Non, mais en fait, je crois qu'on mesure pas suffisamment, tu vois, et c'est là en parlant que je me dis, mais on mesure pas en fait à quel point les injonctions qui sont faites par cette société poussent à devenir complètement dépendant de plein de choses en fait, tu vois, de substances, de comportements, Mais parce que en fait, c'est un système qui nous rend tous complètement anxieux de fou en fait. Bah oui. Donc forcément, on cherche tous des trucs dans lesquels s'engouffrer finalement. Et des moyens de se détendre et de se sentir en sécurité en fait. Sauf que, encore une fois, si on ne nous donne pas les bonnes techniques, on va que empirer nos situations. Pourquoi tu m'appelles? Heureusement, j'étais en train de monologuer, j'ai pas vu. 3615, ça se dit pas, pour des nuits que vous n'oublierez pas. Moi, j'ai commencé à fumer des pétards, j'avais 11 ans, quoi. J'avais 11 ans parce que l'entrée en 6e, elle a été tellement horrible et que la weed, ça a été le vecteur, en fait, vers les autres. Ça a été... quelle merde. Quelle merde. Quelle merde. Et en même temps, j'avais trouvé, automédication, TDAH, quoi, entre guillemets, médication, parce que... C'est marrant parce que moi, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup fumé, entre 15 et 20, on va dire. Mais vraiment, au lycée, j'arrivais au lycée le matin, on fumait un joint chacun. On allait en cours après avec ça et on se retapait la même chose à la pause de 10 heures et c'était comme ça tous les jours. Mais après, moi, le joint, ça me rendait malade, je m'évanouissais. J'ai jamais tenu la route beaucoup en fait. J'avais des baisses de tension, du coup, je m'évanouissais et tout. Mais ce qui est marrant, c'est que j'ai pas du tout. Pourtant, j'ai vraiment fumé de manière très soutenue pendant des années, mais j'ai pas eu de difficulté à arrêter. Et je sais pas pourquoi. Mais bon, voilà, moi, non, mais si, en fait, c'est ça, c'est que moi, je fumais pas seule. Je fumais très rarement seule. Je fumais toujours avec des potes, en fait. Donc du coup, je pense que c'est ça, c'est qu'à un moment donné, j'ai arrêté vachement de voir des gens, je me suis vachement repliée et du coup, j'ai arrêté de fumer et ça s'est fait un peu tout seul, quoi. Puis après, je fumais occasionnellement en soirée et puis après, j'ai eu mes problèmes psy et tout et là, c'était no way, quoi. Mais moi, pour le coup, je suis vraiment persuadée, c'est pour ça que ça me rend ouf, j'ai une réaction épidermique à chaque fois qu'il y a des gens qui sont là: «Oui, le cannabis, c'est pas bénéfique». Ça me fait sauter au plafond parce que moi, je suis persuadée que d'avoir autant fumé à cet âge-là, en plus, je sais pas ce qu'on fumait, on fumait pas toujours des fois, on fumait de la très bonne qualité, mais des fois non, en fait. Et d'avoir énormément fumé, entre 15 et 20 là, 15 et 22, je sais plus exactement. C'est terrible, en fait et mon principe de réalité mais au niveau sensoriel, enfin moi je sais que ça a fucked up, plein de choses dans mon cerveau, j'en suis mais convaincue à 200 quoi. Ah, mais clairement, en fait, c'est prouvé, hein, fumer de l'herbe quand ton cerveau, il n'est pas encore terminé. Mais moi, pendant un moment, je me suis dit, mais non, en fait, ça se trouve, t'es pas autiste et t'as juste, bousillé ton cerveau dans l'adolescence et ton hypersensibilité avec tous ces pétards que t'as fumés. Bon, il s'avère que non, depuis, même avant, bien avant les pétards, j'avais ces soucis, mais je pense que ça n'a pas aidé. Et enfin, ça a aidé en quelque sorte d'un côté, et de l'autre côté, ça a amplifié une sensibilité. Ça n'a pas aidé. Mais non, mais c'est... De toute façon, moi, je considère que toute substance qui altère le fonctionnement du cerveau est
En plus, quand il est pas fini, c'est compliqué, quoi. C'est marrant parce que moi, c'est l'alcool qui je tiens pas la route, tu vois. Au bout de 4-5 verres, je commence à... Ça part en couille et au bout de 6-7 verres, je contrôle plus rien, je pleure, je fais des crises, c'est le drame, toute ma vie, machin, enfin tu vois. Je commence à loucher, je vomis, enfin tu sais, c'est un truc, genre l'alcool, ça me va absolument pas quoi. Et pareil, pas trop de soucis à arrêter. Par contre, les joints, ça a été plus compliqué, ça a été plus douloureux pour moi d'arrêter. Par contre, la clope, non, tu vois, à chaque fois, j'ai commencé par arrêter les joints. Et derrière, il y avait la clope et je trouvais ça tellement dégueulasse, en fait, parce que je fumais pas de clope, en fait. Moi, le tabac, je le fumais avec mes pétards, je fumais que des pétards. Je fumais toute la journée. Et tu vois, tu décris le matin avant d'aller au lycée. Moi, enfin, à partir du collège, lycée, je me réveillais. La première chose que je faisais, c'était prendre mon B qui était entre mon lit et mon mur. Je me tapais une douille et je commençais ma journée. Et je me roulais un ouinge pour aller jusqu'au lycée. J'habitais à 2 minutes du lycée. Et je fumais un gros pétard en 2 minutes avant d'aller au lycée. Collège, parce qu'après le lycée, j'étais dans mon appart. Mais bon, je faisais pareil en fait. Mais bon, déjà, je faisais ça au collège, tu vois. Et je fumais enfin, en fait, toute la journée. Et j'étais en cours et c'est ça qui est fou, c'est que je pense que ça calmait mon hyperactivité parce que ça me permettait de me faire un peu moins chier en cours parce qu'honnêtement, j'intégrais les informations tellement vite. Enfin, après, j'avais des difficultés, mais je sais pas à quel point ça a augmenté ces difficultés. Enfin, tu vois, prendre des notes, c'était un peu compliqué, mais c'est en fait, ça, c'était mon souci de synthèse et je suis pas sûre que fumer, ça me faisait plus galérer que ce que je galérais déjà en fait à faire des synthèses et tout ça, tu vois. Mais ma concentration, moi j'avais l'impression que ça m'aidait même à me concentrer, tu vois. Et je pense que le joint, quand on est autiste, moi j'avais déjà beaucoup de mal à m'exprimer, à bouger, je sais pas comment dire. Enfin, c'était déjà compliqué pour moi. Et je pense que le joint, mais ça a empiré le phénomène, quoi. C'est-à-dire que ça m'a encore plus enfermée en moi-même, en fait. Et ouais, moi je pense, tu vois, tout à l'heure quand je disais ça me permettait d'être en société, mais en fait ça m'enfermait dans ma bulle. Et c'était parce que j'étais enfermée dans ma bulle, ça me faisait comme une cloison, tu sais, comme une carapace émotionnelle en fait et sensorielle face au monde. Ça m'anesthésiait, mais du coup ça isolait. En réalité, ça isolait vachement, quoi. Et sauf qu'en fait j'étais quand même en contact avec les autres et que en fait juste ça me faisait dissocier. Je dissociais pour pas capter à quel point c'était compliqué d'être en relation avec les autres, mais du coup quand je parlais tu vois souvent je disais de la merde quoi. Enfin bon après pas tout le temps parce que j'avais quand même des amis avec qui j'étais sur la même fréquence donc heureusement mais en vrai ouais ça isole vachement hein. En tout cas quand on est autiste. C'est pas joyeux, hein, t'as vu, de parler de la weed et de substances, hein, parce qu'il y en a eu d'autres, mais en fait, ça me rappelle comment j'ai galéré pendant toute mon adolescence et toute ma vingtaine, et en fait, je me rends compte à quel point c'était vraiment relié à mes problèmes de non-reconnaissance de l'autisme et du TDAH, et tu vois, enfin, et qui auraient pu être régulés et réglés d'une autre façon. Et je t'avoue, là, du coup, ça me fout un peu un coup dans la gueule de me dire que j'aurais pu peut-être éviter ça, quoi. Alors après, je sais pas, hein, ça se trouve, voilà, si on avait identifié mon TDAH plus tôt, bah, j'aurais peut-être pris des cachets et peut-être ça aurait pas été mieux. Enfin, tu vois, j'en sais rien, en fait. Ça s'est passé comme ça s'est passé comme ça, mais... Et même si je fume plus, tu vois, depuis presque 6 ans maintenant, et même que j'avais arrêté aussi pendant 3 ans avant de reprendre, mais bah j'ai quand même passé plus de temps. Attends, combien? J'ai passé la moitié de ma vie, je crois, pile la moitié de ma vie à fumer. Je vais avoir 40 ans, j'ai passé 20 ans à fumer. Et avant ça, je fumais les clopes de mon père, hein, en fait. Il fumait sous mon nez, donc en fait, toute ma vie, j'ai été exposée à ça, quoi. Et du coup, bah, c'est quand même, enfin voilà, hein,
Il peut y avoir, ça se trouve, dans 5, alors j'espère pas, hein, je touche du bois, que tout ira bien, mais ça se trouve, dans 5, 10 ans, j'aurai des soucis qui seront liés à ma consommation, en fait. Hein. Même si d'année en année, quand même, voilà, les risques diminuent, 15 ans plus tard, après l'arrêt, tu peux quand même avoir un cancer ou avoir des problèmes cardiovasculaires. D'ailleurs, moi, c'est beaucoup ça, en fait, qui m'a fait arrêter. Hein. C'est que moi, ça me déclenchait. J'avais pas envie d'être malade, en fait. J'ai arrêté parce que je me suis dit que ça faisait du mal à mon corps, en fait. Bah, c'est-à-dire que ça commence à être loin, donc c'est vrai que des fois on oublie. Mais moi, il suffit que je me reconnecte à des souvenirs et je me souviens quand je m'enfermais dans les toilettes au lycée parce que j'étais tétanisée de peur, que j'arrivais pas à aller en cours, j'étais en phobie scolaire et enfin n'importe quel souvenir de l'adolescence, ou collège ou lycée, et je me reconnecte très facilement à la sensation que j'éprouvais quoi et c'était horrible en fait. Moi, en fait, c'est ça, je crois, qui me rend triste, c'est de me rendre compte. En fait, je savais avant que j'étais triste pendant mon adolescence et ma vingtaine, sauf que je savais pas pourquoi. Maintenant, je sais pourquoi, en fait. Avant, je comprenais pas. Je comprenais pas pourquoi je pleurais, je comprenais pas pourquoi j'étais aussi, je me sentais aussi seule et pas compris et machin. Je savais pas. Et en fait, c'est juste énorme de revoir toute sa vie et avec cette compréhension-là, en fait, il y a tellement de choses qui s'expliquent, tu vois, et du coup, tu vois, toi, tu parles de quand tu t'enfermais dans les toilettes au lycée, et c'est horrible, et moi, ben, je m'enfermais pas, mais je me forçais, en fait, à, à sourire et à être là avec les gens, alors qu'en moi, mais j'étais en train de crever, quoi, j'étais en train de crever, c'était trop dur. C'est trop dur et il fallait faire face à tout ce système et à tous ces gens et je comprenais pas ce que je foutais là et c'était horrible, horrible. Même si heureusement que j'avais un ou deux amis, tu vois, avec lesquels j'ai pu être un peu dans un truc un peu où je respirais un peu, tu vois, parce qu'on était un peu sur la même fréquence, mais en fait ça suffisait pas non plus, quoi. Et aujourd'hui, je sais pas à quel point, en plus, je suis pas toujours en train de vivre ça, tu vois. Je crois que c'est ça qui est terrible, c'est que je crois que ça n'a pas énormément changé, quoi. Je suis juste devenue un autiste TDAH adulte, en fait. En fait, rien n'a changé. Sauf qu'aujourd'hui, je suis estampillée handicapée, en fait, et que du coup, là, pendant un an, je vais plus être obligée de me forcer à être dans cette société, mais je sais pas à quel point non plus. Je pense que j'ai toujours cette tristesse qui est en moi, en fait. Mais c'est ça, enfin moi je me souviens que il y avait la tristesse et puis moi j'avais extrêmement peur quand j'étais ado parce que je sentais que mon avenir allait être extrêmement compliqué, je le sentais en fait, je savais, je voyais bien et ça me faisait flipper parce que je me disais mais comment je vais faire en fait? Je me souviens que déjà ado, je me disais ça, je me disais mais comment je vais faire plus tard en fait? Parce que je sentais que j'étais pas du tout adaptée et je sentais que j'arrivais pas à m'adapter. Je le sentais très bien. Donc il y avait cette panique de pas comprendre pourquoi on est différent et en même temps de voir que ça allait être ultra compliqué quoi. Mais ouais, je comprends trop le sentiment de panique là dont tu parles, du fait de pas comprendre, mais moi ça m'arrive encore des fois. Hein, je me dis, putain, tout à l'heure, je me disais, la neuropsy, tu vois, quand je lui parle de certaines choses, elle comprend du mieux que possible, quoi, tu vois. Mais en fait, il y a vraiment que quand on est dans notre situation. Enfin, tu vois, il y a que moi, des gens avec lesquels je parle, il y a que toi qui comprends en fait ce que je décris et ce que j'ai vécu parce que bah tu l'as vécu aussi. Hein. On a eu des histoires et des vécus différents qui ont pris des formes différentes, mais dans le fond, en fait, on a vécu la même chose, quoi.
C'était 30 minutes de musique non-stop sur Radio Wolfie, la radio qui rend les wolves happy. Ça se dit pas. Mais tu vois, en fait, je crois que le plus dur pour moi, c'est, tu vois, me retrouver en soirée comme la dernière fois, avec tout le monde qui boit, qui se bourre la gueule. Franchement, ça a pas été dur du tout, en fait. Par contre, ne pas boire une bière chez moi un soir, après, avoir fait du montage, par exemple, ça, c'est vachement plus dur, tu vois? Ouais, mais parce que je pense que même si l'alcool, du coup, il y a un truc où ça facilite, tu vois, la sociabilisation, je pense que ce qui est beaucoup plus dur pour nous, c'est le circuit de la dopamine, en fait. Et que boire une bière après avoir fait des heures de montage, bah, c'est satisfaisant et c'est un apport de dopamine immédiat, en fait. Et il y a une récompense qui est là, quoi. Et c'est terrible. C'est ça qui est chaud, c'est qu'en soi, boire une bière, effectivement, de temps en temps, parce que, bah, voilà, c'est aussi une boisson, en fait, qui peut être agréable à boire de temps en temps. C'est ça qui est vicieux. Bah, en fait, ce qui est très compliqué dans l'addiction, c'est que, bah, aussi, si tu commences à boire une bière, tu peux très vite avoir envie d'en boire une deuxième, une troisième, et cetera. Et souvent, les personnes, bah, voilà, qui ont un problème avec l'alcool, c'est très dur de s'arrêter à une bière, quoi. En fait, c'est un peu tout ou rien, quoi. C'est-à-dire que boire une bière de temps en temps, c'est impossible, voire très compliqué quand tu as un souci avec l'alcool, en fait. Tu peux pas être dans cette consommation occasionnelle, festive, c'est tout ou rien, quoi. Si je pouvais fumer un pétard tous les 2 mois, tu vois, genre... Mais c'est mort, quoi. Moi, je retire 3 tafs sur un pétard et c'est fini. Je sais que je vais refumer encore pire qu'avant. Parce que en fait, bah, ça me fait passer l'anxiété, ça me coupe de tout ce qui est dur, en fait, pour moi. Mais c'est pas possible. C'est pas possible, parce qu'après, j'arrive pas à vivre. Et que derrière, en fait, ça fait renaître 3 fois plus d'anxiété. C'est super vicieux, en fait. Donc, bah non, c'est fini. Bah, moi, ce qui a fait aussi qu'à un moment donné, je me suis dit: «Bon, j'arrête de boire», c'est aussi l'interaction avec les médicaments. Voilà, je prends un traitement et c'est vrai que plusieurs fois, je me suis fait avoir, j'arrive pas à identifier le moment où il faut que j'arrête de boire, quand je me rends compte, c'est trop tard. Donc voilà, c'est aussi des choses comme ça, puis bon, je me dis: «Voilà, c'est quand même pas super bon, pour le corps, quoi. Je prends un traitement tous les jours, c'est un traitement quand même qui m'aide et c'est vrai que c'est pas très compatible, avec le fait de boire de l'alcool, souvent et du coup, le médicament, c'est déjà un toxique, donc rajouter par-dessus un autre toxique qu'est l'alcool, bah, c'est vraiment pas conseillé et globalement, depuis que j'ai arrêté de boire, c'est vrai que je me sens, enfin, ça a aussi des répercussions, sur mon bien-être, quoi. Mais pour moi, c'est vraiment un gros, gros bouleversement parce que je sais pas si tu te souviens, mais je te disais que moi, mon rapport à l'ivresse, il date depuis l'enfance, quoi. Alors c'était pas l'ivresse avec alcool, mais en tout cas, ce truc de ce que je recherche aussi avec l'alcool, c'est le steam, hein. C'est le steam, c'est l'ivresse, c'est du steam, en fait. Mais oui, mais d'ailleurs, j'avais écouté un podcast qui était super sur autisme et addiction. Et où vraiment les personnes témoignaient du fait que bah il y a une recherche sensorielle vraiment, tu vois, qui est là. Moi, je sais que quand je fumais des pétards, c'était pas que l'effet que ça me provoquait non plus, hein. C'était effriter l'herbe, sentir l'herbe sous mes doigts, tu vois, qui s'effritait. Et puis à chaque fois que j'ai frité, je sentais mes doigts, tu vois, et je sniffais mes doigts comme ça parce que j'adorais l'odeur. C'était mes doigts sur le papier à rouler. C'était, tu vois, il y avait une recherche de sensoriel et puis le geste. Le geste, c'était du steam puissance 10 000, quoi. Mais voilà, en fait, comme aujourd'hui, je disais à mon psychiatre que bah, le TOC, ça a été quelque chose pour moi que mon cerveau a mis en place pour réguler l'anxiété qui était certainement liée en fait au TDAH et à l'autisme. Bah, du coup, mon cerveau, il a trouvé le TOC pour réguler. Sauf que, en fait, ça régule que dalle. Ou très, très peu. Enfin, c'est pas super efficace, quoi, à long terme. Il y a d'autres façons, d'autres façons de réguler. Bah, de la même façon, quand j'ai arrêté de fumer des joints, bah, je me suis mis à la photo. C'est fou, hein, c'est con, mais le geste, voilà.
Le geste est différent, les textures, je les retrouve dans la photo, je les retrouve ailleurs. Enfin, en fait, il suffit de... Moi, je fais que des transferts d'addiction, quoi. Mais sur des choses, voilà, enfin, en fait, faire de la photo, bah, ça me ruine pas les poumons, c'est pas dangereux pour ma santé. Alors, ça me défonce un peu les yeux. Je porte des lunettes maintenant, je pense que c'est en partie parce que je fais de la photo et que je passe du temps sur les écrans et que machin. Mais en fait, voilà. Ça se change, c'est un mouvement qui doit changer, quoi. Bah non, mais en fait, tu obligé de faire un transfert. C'est ce que je te disais la dernière fois. C'est que, tu vois, même l'addiction au portable, hein, quand je te disais: «Bah oui, mais en fait, si tu veux poser ton portable, il faut faire autre chose». Tu peux pas juste dire: «Ah bah, je pose mon portable et puis je suis là, je fais rien». Bah non, ça marche pas, en fait. Il faut transférer, cette énergie, ce truc dans une activité, en fait. Chaque fois que j'ai envie de boire une bière, ben, j'agis, je me mets en action, en fait, heu, pour que ça passe. Mais en même temps, je trouve que c'est ça, et s'il y a un côté positif, c'est que quand je te dis, bah, voilà, finalement, ce transfert de si je bois pas ou si je veux pas être sur mon tel, bah, en fait, je suis obligée de faire une activité, bah, c'est quand même vachement bien aussi parce que du coup, ça rend actif et que j'ai l'impression d'une certaine manière, de faire plus de choses aussi. Bon, le téléphone, ça, je l'ai pas trop tenu, ces derniers jours. Mais par contre, par rapport à l'alcool, là où avant je buvais 1 bière, 2 bières, 3 bières, bah, là je me dis: «Bon OK, qu'est-ce que je fais en fait? Qu'est-ce que je fais du coup?» Et du coup, bah, je fais des choses. Mais c'est ça, on est obligé de faire du transfert, quoi. Et la première fois que j'avais arrêté de fumer, j'avais commencé à boire. Et heureusement, ça m'est passé au bout d'un moment. Bon, après, moi, j'ai un père alcoolique, donc ça m'a un peu vaccinée, quoi. Mais le rapport à la bouffe aussi, tu vois. Moi, j'ai ce rapport à la nourriture qui a été un régulateur d'émotions pendant des années. Alors en ce moment, alors ça l'est toujours, mais moins. Enfin, je sais pas, c'est différent. J'ai des périodes comme ça où ça pèse, mais il y a toujours un truc en fait, tu vois. Je pense que quand on a un tempérament addict, bah, il se retrouve dans nos comportements à plein de niveaux, mais tu vois, ça rejoint aussi les profils autistes, TDAH, qui sont, tu vois, le tout ou le rien. Enfin, je pense que c'est vraiment nos cerveaux, en fait, qui fonctionnent comme ça. Et on est comme ça, quoi. Maintenant, quand on sait qu'on est comme ça, comment on peut le mettre à profit, tu vois, et que ce soit bénéfique dans nos vies, quoi. Je me rappelle, à une période, bah, je faisais 3 heures de sport tous les jours. Alors, c'était trop, hein. Voilà, hein, addiction au sport. Mais j'avais des routines de ouf. Voilà, je me levais à la même heure, je mangeais à la même heure, je mangeais tous les jours la même chose, j'allais tous les jours à la salle de sport à la même heure, je rentrais à la même heure. J'avais vraiment, alors j'avais plus de vie sociale, hein. Par contre, j'ai jamais été aussi bien de ma vie. J'avais des routines strictes, ça a duré quelques mois, j'étais tellement bien, mais il y a un moment, bah voilà, l'autiste était ravi, mais alors le TDAH derrière. Au bout d'un moment, il a dit il faut autre chose. Putain, tu savais que Marie-Antoinette, avant de perdre la tête, ses dernières paroles, tu sais ce que ça a été? Elle s'est excusée auprès du bourreau, parce qu'en montant sur l'échafaud, elle a marché sur les pieds du bourreau, elle a perdu sa chaussure, et elle lui a dit « Excusez-moi ». Pardon, c'est pas drôle. Marie-Antoinette, pardon. Les gens me regardent bizarrement. Tu sais, quand tu dis à quelqu'un: «Je suis autiste», c'est un peu comme si tu disais à quelqu'un: «Je suis astrophysicien», tu sais? Les gens, ils sont là, ils savent pas exactement ce que c'est, ce que ça veut dire, ce que tu fous, c'est un peu, Ce mot signifie que tu vivras ta vie.
Ouais, et il y a pas longtemps aussi, j'ai maté un documentaire sur la théorie polyvagale, qui est en lien avec le fonctionnement du système nerveux autonome, dont on ne parle pas vraiment en fait. Enfin, c'est fou, je trouve que les psys, qu'il n'y en ait pas beaucoup qui utilisent plus la théorie polyvagale et qui expliquent pas le fonctionnement de notre système nerveux en fait. Enfin, sur lequel on n'a pas la main, donc déjà ça pourrait nous faire déculpabiliser aussi de certaines choses, hein, parce que voilà, il est autonome, il porte bien son nom, et on n'a pas la main dessus, et encore moins quand on ne sait pas comment fonctionne notre système nerveux, et comment du coup trouver des façons d'activer le sentiment de sécurité qui permet d'aller aussi vers autrui, enfin bon bref. En fait, c'est pas un documentaire, c'est des épisodes sur la théorie polyvagale et la régulation sur la chaîne Résilience Psy, qui est gérée par une psy qui s'appelle Evelyne Joss. Dans cet épisode, dans ce documentaire, elle parlait d'outils de régulation. Et moi, ça m'a... Enfin, en fait, je me suis rappelé qu'on m'a jamais appris les outils de régulation. On m'a pas appris la régulation, en fait, quand j'étais enfant. Et du coup, elle expliquait, en fait, que déjà, que le cerveau humain, jusqu'à un certain âge, ne peut pas se réguler seul, en fait. Qu'on a besoin de l'extérieur pour se réguler. Donc, un enfant a besoin des adultes, en fait, pour se réguler. Et du coup, elle nommait des outils de régulation. Elle citait le contact, donc prendre dans les bras, tout ça. L'objet transitionnel, un doudou, une peluche, un objet, quoi. Les routines et détourner l'attention. Et en fait, elle expliquait que chez l'adulte, c'est les mêmes outils de régulation qui restent en place. Sauf qu'une fois adulte, on peut s'auto-réguler, en fait. On a cette capacité-là. Sauf quand la détresse est trop importante, là, l'humain, à nouveau, a besoin de l'extérieur, en fait, pour se réguler et se réconforter, en fait, aussi. Et je trouve qu'il y a un truc aujourd'hui qui est super violent. On parlait déjà d'isolement, hein, dans cette société d'individualisme, d'isolement, et le fait de devoir tout faire par soi-même, alors qu'en fait, l'humain, il n'est pas fait pour fonctionner seul, en fait, hein. Il y a des situations où c'est impossible. Et je trouve qu'on balance un peu aux chiottes cette idée de rassurer, de réconforter, alors que c'est une base, quoi. C'est une base et dont beaucoup de personnes ont manqué étant plus jeunes, en fait. Et d'ailleurs, quand on n'a pas été régulé et aidé de l'extérieur quand on était enfant, ça bloque aussi souvent le système nerveux à un endroit où en fait on est en hypervigilance constante ou en disso, enfin bon bref. C'est super important, quoi. Et du coup, quand j'ai découvert ces outils de régulation, quand elle les citait, je me dis mais c'est fou parce que c'est exactement les outils qu'utilise une personne autiste instinctivement, tu vois. Non mais encore une fois, les autistes, on a tout compris, direct. Mais personne nous écoute. Non, mais c'est ça en fait, hein. Les addictions, elles viennent aussi souvent comme solution de régulation quand on n'a pas appris à se réguler, quand on nous a pas appris, enfant, à se réguler. Et en fait, il y a plein de gens qui se tournent vers des substances parce que ça leur permet justement d'avoir l'illusion, en tout cas, de se réguler. Pas que l'illusion d'ailleurs, parce que ça marche quand même si malheureusement ça a d'autres effets complètement néfastes. Mais voilà, il y a beaucoup de gens qui se tournent vers des substances et qui développent des addictions, ou même des addictions comportementales d'ailleurs, parce qu'elles n'ont pas appris à se réguler et parce qu'on leur a pas appris comment fonctionnait leur système nerveux aussi. Moi, j'ai clairement observé la façon dont j'utilisais l'alcool avant. Et clairement, ça venait dans des moments d'excitation que j'arrivais pas à réguler, encore une fois, hein. C'est-à-dire que l'excitation était tellement forte, soit parce que j'étais en train de travailler, soit parce que j'apprenais un truc chouette. Et en fait, j'arrivais pas à faire redescendre et je savais pas quoi faire de toute cette énergie, donc je buvais, en fait. Et il y a aussi des personnes qui se tournent vers les addictions pour pallier à la solitude aussi, hein, voilà, enfin, ce qu'on raconte aussi de notre expérience au collège-lycée, c'était la tristesse, mais c'était aussi la solitude, quoi, hein. La solitude de se sentir décalé, d'être tout le temps en train de masquer, et à un moment donné, la substance, elle vient anesthésier ce sentiment-là, quoi.
Bon, en tout cas, moi, je suis super fière de toi. Et maintenant, il faut persister dans la durée parce que je pense qu'il n'y a que ça qui fait que... Il n'y a que le temps qui fait qu'on peut retrouver de nouvelles habitudes, en fait. Et se détacher de cette frénésie-là qu'on peut ressentir face à ces produits. Et c'est beaucoup plus compliqué, en fait, d'aller dans une salle de sport plutôt que d'avoir une bière dans son frigo ou une tête de weed sur son bureau, tu vois, dans une boîte. Il y a ça aussi, hein, il y a le côté un peu facilité, en fait. Mais ça, et c'est terrible parce que ça, nous, on n'aime pas, en vrai. On n'aime pas les choses, ça nous épanouit pas, en fait. Nous, ce qui nous épanouit, c'est de faire des choses beaucoup plus grandes que ça, on est d'accord. Nous, on a besoin de choses qui envoient, quoi. À chaque fois que j'arrête de boire, j'expérimente quand même de manière assez claire déjà une bien plus grande stabilité émotionnelle, ça c'est, mais vraiment je crois que c'est le truc le plus flagrant. Vraiment, j'ai beaucoup moins de sautes d'humeur, beaucoup moins, je suis vraiment plus stable, quoi. Et en fait aussi, je me suis donc du coup retrouvée dans plusieurs contextes sociaux, des fêtes, des soirées où je ne buvais pas du tout. J'ai eu des trucs relous, hein. Bah oui, non, mais ce que j'allais dire, en fait. Un pote d'un pote, quoi, c'est mon anniversaire, Ouais. tu veux même pas... Tu sais, en plus, le gars, je le connaissais pas... Tu es culpabilisé. je connaissais... Ah ouais, non, mais vraiment... Alors, heureusement, il y a eu aussi Mais des ça, gens... c'est fucked up. Non, mais alors, ce qui est cool, c'est qu'il y a eu aussi des gens qui lui ont dit « Oh, ta gueule !» Tu vois, il y a eu aussi cette réaction-là, de gens qui lui ont dit « Non, mais attends, il veut pas boire, il boit pas, en fait, tu vois. » Donc ça, c'est cool. Mais quand même, j'ai eu 2-3 fois des gens qui avaient voilà, la déception de ne pas pouvoir partager un verre avec moi, quoi, tu vois. Bon. Ouais, ça en plus aussi suivant les pays. Alors la France, voilà. Hein, Mais il y a beaucoup les de pays, Balkans, les Balkans, moi, La je sais que c'est Russie, compliqué hein, quand j'arrive en Croatie et que tout de suite, enfin la première chose c'est allez vas-y on va boire un verre. Enfin, Ah oui, l'apéro, ouais, non, mais c'est même le moment convivial. Dans les Balkans, t'arrives le matin chez quelqu'un, on te sert un verre d'eau de vie, quoi, un minimum. Tu vois, Ouais. c'est le matin, Ouais. il est 10h, mais c'est comme ça en fait. Tu repars, t'es bourré. Bah, tu repars déjà, t'avais prévu juste de passer chercher un truc et en fait tu repars 3 heures après, t'as bu, t'as mangé. T'as plus qu'à aller te coucher. Ouais, bah, c'est ça, tu sais plus ce que tu devais faire, enfin, c'est terrible. Ouais. Mais donc il y a ce truc de société. Mais après, ce que tu relèves là, c'est aussi super intéressant, c'est qu'en fait, on se rend compte que l'usage de substances peut nous faire du bien un temps ou à très court terme, mais au bout d'un moment, en fait, ça accentue ce qu'on cherche à réguler, en fait. C'est ça. Et c'est ça qui est fucked up avec les joints. Moi, ça me faisait ça aussi, ça accentuait. Bah, t'as ce rapport court terme, long terme qui Ouais. n'est pas du tout le même. À court terme, tu vas avoir un soulagement quand tu bois, quand tu fumes, etc. Et sauf qu'en fait, à long terme, ça va amplifier tes difficultés, d'anxiété, de C'est régulation. Donc c'est vraiment, c'est très très pervers en fait, ce genre de substance, parce que voilà, t'as toujours l'appel de la délivrance un peu de l'usage immédiat, et en même temps, t'as le retour de bâton derrière, où d'un coup, tu comprends pas pourquoi t'es super crevé, pourquoi t'es super irritable, pourquoi t'es super C'est ça. anxieux. C'est ça. Et ouais, c'est... Puis bon, la dépendance hein, aussi, c'est assez horrible. Hein. Moi, je me rappelle, quand j'avais plus d'herbe, Tu te sentais mal, c'était quoi. la panique. Bah mais ouais, c'était c'est la la panique panique, totale. Je me suis retrouvée dans des situations dangereuses aussi. Hein, Ouais. tu vois, quand j'étais plus jeune, en pleine nuit, partir avec une pote pour essayer de trouver un spliff avec des gars qui vivaient dans des apparts chelous. Mais voilà, il y a tout cet aspect... c'est dangereux en fait à plein de niveaux. Mais en fait, je crois que c'est ça, c'est que quand l'envie est là et que on n'y cède pas, au final, ça passe en fait.
Et après, on se rend compte que on est mieux sans, en fait. Enfin, moi, ça me faisait ça avec les pétards, avec les clopes. Et d'ailleurs, ça me le fait toujours, en fait. Enfin, alors, rare, c'est vraiment très rare les moments où j'ai envie de fumer. Hein. Quasi inexistant, mais des fois, tu sais, où je me dis, tiens, là, je fumerais bien un pétard. En fait, ça passe tellement vite. Enfin, du coup, des années plus tard, plus rien à voir, quoi. Mais c'est ça le truc avec l'addiction aussi, c'est que même des années et des années plus tard, en fait, on s'en débarrasse jamais vraiment, quoi. T'as toujours une pensée, une fois de temps en temps qui se glisse là, c'est comme si ça pouvait jamais disparaître complètement, quoi. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que le risque est toujours présent de rechuter. Euh, Toujours. C'est que, en fait, même des années plus tard, t'as toujours la petite pensée là, ah, putain, une clope là, un pétard, un petit verre. Elle est toujours là, cette petite pensée, quoi. Tu vois, c'est pas étonnant aussi que la Paire et Danse est née des alcooliques anonymes et tout ça. Enfin, il y a un truc en fait où la clé, il y a vraiment une clé de régulation dans le fait d'être plusieurs et en lien en fait. Parce qu'un être humain en détresse ne peut pas se réguler seul suivant le degré de détresse, quoi. Personne nous en parle, quoi. Moi, je trouve ça assez aberrant. C'est des choses qui devraient être transmises à l'école, en fait. Mais oui, on devrait nous enseigner ça à l'école. Ouais. Alors on commence à enseigner mais avant même... les émotions et tu vois. Donc ouais. ça, ok, on fait des pas, quoi. Mais moi je trouve ça dingue que ce soit pas. Ouais, qu'on n'ait pas fait ça. Enfin, ça paraît tellement évident. Non, mais c'est fou. Jusqu'à maintenant, on pensait que tout ce qui était rapport aux émotions, c'était à la famille, en fait, de gérer ça avec les enfants. Non, c'est la société, en fait. Oui, c'est la société. Dès que t'es en lien avec quelqu'un, en fait... Non, mais la régulation, c'est un truc un peu magique que t'es censé apprendre. On ne sait pas trop comment, tout seul. Enfin, tout seul. T'es censé, à l'âge adulte, avoir acquis ces choses-là par l'opération du Saint-Esprit, quoi. Ouais, et après, il y a ce truc de mimétisme aussi. Enfin, moi, du coup, j'ai vu mon père fumer, j'ai commencé à faire pareil. Et après, à 8 ans, j'ai piqué une clope à mon père, quand même, à 8 ans. Alors, je me suis étouffée, je me suis dit plus jamais. À 11 ans, j'ai acheté un paquet de clopes. Bon, pour les déjoints, en fait. Et il y a ce truc de, en fait, comment ton parent régule, tu fais un peu pareil, en fait. Oui. On est des animaux, et les animaux, ils aiment bien se foutre la tête en l'air, des fois, quoi. Les dauphins et les poissons ballons, tout ça, là. Est-ce que tu savais que les dauphins, en fait, ils passent leur temps à se shooter? Ils jouent avec les poissons ballons, parce que du coup, les poissons ballons, en fait, les poissons globes, là, quand ils les touchent, du coup, ils libèrent une toxine, et en fait, ça défonce les dauphins, quoi. Et en fait, ils jouent à la baballe, parce que ça les défonce. En fait, la mouche, pour survivre, elle a besoin d'avoir un taux d'alcoolémie constant, qui est assez élevé, donc ils sont tout le temps un peu en état d'ébriété, en fait. Et elle trouve, dans la nature, elle trouve ça dans les fruits fermentés, tu vois. Mais ouais, c'est fou, hein. Je pense que les animaux, ils se font avoir comme nous, en fait. Dès que t'actives leur... Enfin, c'est pareil, t'actives leur circuit de récompense, ils y vont direct, en fait. Et encore, eux, ils ont peut-être même pas la conscience de se dire que ça peut être dangereux, tu vois, machin. Une dépendance aux médicaments aussi, peut-être? Moi, des médicaments, j'en ai tellement pris plus jeune qu'au contraire, j'ai voulu arrêter. J'ai arrêté pendant des années. J'ai jamais eu vraiment Si, j'ai quand même une dépendance, on peut dire ça comme ça. Je prends un médicament pour dormir. Et c'est vrai que si tu me l'enlèves, c'est la fin du monde, quoi. En fait, moi, je pense aux difficultés de réapprovisionnement, là, et tu vois, aux ruptures de stock qu'il peut y avoir par rapport à certains médicaments. Enfin, moi, la raison qui fait que je ne prends pas de médicaments, c'est que je me dis, s'il y a une rupture et que j'ai tellement pris l'habitude de vivre avec ce médicament et qui m'aide vraiment, que comment je ferais sans, en fait, c'est plus possible. Et ça, il y a une similitude quand même avec le fait de, tu vois... j'ai plus de weed, putain, comment je vais faire sans, quoi. Tu vois, c'est un peu... Il y a quand même ce truc. Complètement. Moi, quand même, les médicaments ont réglé mes problèmes d'insomnie. J'avais des insomnies terribles, je dormais pas du tout, quoi.
Donc, Oui, je connais. donc ça m'a vraiment changé la vie, parce que quand tu dors pas, c'est absolument intenable, c'est horrible. Je sais. Voilà, donc c'est sûr que voilà, si on me disait demain, bah écoute, il va falloir que tu te passes de tel médicament et que tu dormes sans, ce serait assez compliqué. Après, il y a le rapport qu'on a aux médicaments et les médicaments qui ne sont pas addictifs en eux-mêmes, mais il y a des médicaments qui sont addictifs en fait. Les benzos déjà. J'ai envie de dire, il y a même des médicaments qui favorisent les addictions. Moi, je me souviens très clairement, pendant des périodes d'hospitalisation où j'étais donc sous médicaments de façon assez... avec des dosages assez forts, parce que j'étais en hospitalisation, j'ai jamais autant fumé et bu de ma vie qu'à ces périodes-là. Ah ouais. Donc vraiment, tu as des médicaments et la bouffe aussi. Tu as des médicaments qui donnent des fringales, enfin qui donnent affreusement faim. C'est ça. C'est ce que je disais tout à l'heure, une substance peut en entraîner une autre. Donc il y a des médicaments, clairement, dont les benzos, qui favorisent les addictions. Mais après, il y a aussi, là du coup, moi ces derniers temps, je me suis posé la question du méthylphénidate, de la Ritaline, là, pour le TDAH, et en fait, c'est quand même classé dans les stupéfiants, en fait. Et ça reproduit un peu l'effet de la cocaïne, en fait. C'est ça, et des amphétamines surtout. Voilà. Et du coup, c'est quand même... il y a un souci, un risque d'accoutumance, donc en fait devoir en prendre plus pour avoir les effets. Et il y a un risque de dépendance en fait, et on n'en parle pas beaucoup, et on te dit oui, mais comme c'est des petites doses, machin, sauf que s'il y a un risque d'accoutumance, bah, du coup, tu vas prendre de plus grandes doses, donc il y a un risque de dépendance, et en fait... alors que souvent, quand même, les TDAH ou le trouble borderline et TDAH qui vont souvent ensemble, on a quand même ce comportement addictif, en fait. Donc c'est quand même... moi, ça me fait flipper, quoi. Après, on est des êtres de l'instant, quoi, tu vois. On a du mal à se projeter plus loin et à se dire, ok, si je prends une autre habitude... Mais c'est ça, sortir d'une addiction, c'est aussi... se projeter dans plusieurs temporalités, en fait. C'est ça, et sortir d'une routine et le long terme, et changer d'habitude et tout, c'est super ça, dur. C'est super dur à intégrer. Et encore une fois, suivant tes bases, c'est plus ou moins compliqué. Mais tu sais, en fait, regarde. Si tu regardes par rapport à l'écologie, le comportement humain par rapport à l'écologie, on a beau savoir qu'on est au pied du mur, on n'arrive pas. Ouais. Pourquoi ? Parce qu'on n'arrive pas, c'est-à-dire on sait que la menace, elle est là, mais si tu veux, tant qu'on la vit pas réellement, j'ai l'impression que l'être humain, tant qu'il n'est pas vraiment dans une situation où tu vois, j'ai l'impression qu'en fait, il a du mal à se dire qu'un danger est réel, tu vois, est vraiment là, s'il le vit pas potentiellement au présent. C'est pour ça que tu fumes pendant des années, puis voilà, on te dit c'est exactement que vous avez un cancer. Et quand tu fumes, tu sais très bien, il y a cette potentialité-là qui flotte au-dessus de toi comme une épée de Damoclès, là, tu sais très bien qu'elle est là, mais si tu veux, ça paraît tellement loin, en tout cas, voilà, ce que je veux dire, c'est que cette question du long terme, pour l'être humain, elle est très difficile, je crois. Vraiment, quoi, tu vois. On sera toujours en retard sur... c'est ça. On n'est aussi pas tous égaux, égal face à l'usage de substances, parce qu'on part pas tous des mêmes bases, en fait. Si t'es neuro-A, que t'as des difficultés sociales, que t'es en surcharge constante, que t'as de l'anxiété, que machin, en fait, les substances, elles vont t'apporter un soulagement incroyable, et ça va te débloquer certaines choses. Donc, alors que quelqu'un qui n'a pas de problème, de difficultés sociales, qui sait prendre, tu vois, se détendre d'autres façons, ou qui a de la thune aussi pour faire peut-être aller se faire masser de temps en temps, ou que sais-je, tu vois, c'est con, mais le facteur thune aussi, boire une bière, ça coûte moins cher que de boire un jus de fruits pressé, quoi. Oui, alors ça, c'est quand même une aberration. C'est vrai que moi, quand j'ai arrêté de boire, du coup, j'ai commencé à regarder tous les softs. Et en fait, les 3/4 sont plus chers qu'un verre d'alcool. Et ça m'a fait halluciner, quoi. Alors, les moins chers, c'est ceux qui sont bourrés de sucre, un sirop à l'eau. Mais qui font marcher, encore une fois, des multinationales. En fait, on en revient toujours au même truc. Problème, c'est le capitalisme. C'est moins cher dans énormément d'endroits, c'est moins cher de boire un soda hyper sucré que une eau pétillante ou je sais pas quoi. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Mais ça, clairement, oui, ça c'est marketing. Non, mais le problème, c'est le capitalisme. Quand tu as une addiction et que tu veux en sortir, on est dans une société qui fait à peu près tout pour que tu y restes. C'est ça.
Je crois qu'on peut résumer ça Tout comme en ça. te disant, il faut être en bonne Voilà, santé. tout en te donnant des injonctions de bouger, manger. Mais, ça, je sais mais pas tu sais, quoi. la contradiction, et en fait, c'est une sorte de gaslighting aussi, à quelque part. Bah, tu t'écartèles les gens entre des injonctions contraires et en fait, ça les rend un peu fous, quoi. Un peu... Mais tout ça, ça se dit pas. Mais non, mais si, mais regarde. Tapez Ça se dit pas au 3618 pour des nuits de folie. Ça se dit pas. Ça ne se dit pas.